Bonjour à tous et bienvenue sur le Triplex, le podcast qui va booster ta location courte durée, mais pas que. Je suis Samy et aujourd'hui je suis accompagné de Maxime. Salut à tous. Et de Julien Imoscan. Bonjour. Bonjour Julien. Qu'on te reçoit pour la deuxième fois dans le podcast. Voilà. La première fois c'était l'année dernière, il me semble. Ouais, c'était l'année dernière. On arrivait à l'été, donc on était. Ouais, c'est ça. Et donc, on te reçoit pour un deuxième épisode, parler d'investissement locatif. Ça plaît beaucoup à notre communauté. On a un peu vu que le marché locatif, le marché immobilier était un peu en perte de vitesse. Enfin, pour ma part, en tout cas, je vais voir avec toi si tu penses la même chose. Et on s'est dit que un épisode sur ce sujet-là, ça pourrait être hyper intéressant. Pour rien vous cacher, en fait, on était en train de parler en off, là, de division foncière, etc. Et Julien m'a dit, mais ça serait pas intéressant, en fait, de le mettre directement dans le podcast, tout ce qu'on est en train de dire là. Je dis, bah oui, en fait, carrément. Pourtant, je suis pas chez moi, hein, techniquement, quand même, je suis chez vous, là. Non, mais chez nous, ça se passe toujours comme ça. En fait, on dit pas mal de choses en off et on oublie d'appuyer sur le bouton. Et après, une fois que c'est dit, quoi. Donc, c'est dommage. Ouais. Voilà. Ok. Eh ben, allez, c'est parti. On est parti. Allez, les petites règles au début. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter, bien entendu, sur le Triplex. Vous avez le lien en description pour récupérer du coup toutes les semaines, Maxime, hein, c'est ça, l'annonce du nouvel épisode qui est sorti. Et le bon plan quand on arrive à vous en négocier un. Voilà. Pour bénéficier de super offres pour développer votre activité. On a également lancé récemment le guide marketing de la location courte durée. Voilà. On nous l'a demandé pas mal de fois et on l'a sorti. Donc, toutes les règles marketing pour booster vos locations courte durée. Donc, ça, c'est disponible également en lien en description. C'est un guide qui sera suivi après d'ateliers. Voilà. Donc, allez-y, abonnez-vous. Et pensez à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur YouTube si jamais vous nous suivez maintenant en vidéo parce que vous avez envie de voir nos têtes. Pensez à vous abonner, c'est super important. C'est pour les algos, plus vous êtes abonné et plus on remonte dans les plateformes et donc mieux on est visible auprès de personnes qui peuvent venir comme Julien partager leur expertise et en l'occurrence expertise investissement immobilier aujourd'hui. Julien, pour commencer l'épisode, est-ce que tu peux rapidement te présenter parce qu'il y en a peut-être qui n'ont pas écouté le premier épisode, donc. Effectivement, ça marche. Alors moi c'est Julien, je suis un ancien banquier sur le pro et le patrimoine. Je suis resté 4 ans. En gros, mon bureau c'était un laboratoire pour trouver la formule d'investissement parfaite. C'était ma mission perso et du coup c'était très bien, les clients étaient très heureux, ils repartaient avec leur projet, sauf que moi je restais toujours dans mon bureau quoi. Et à un moment donné je me suis dit ça fait tilt, je suis quand même pas à la bonne place. J'ai le pouvoir de financer, mais c'est les mecs qui en profitent quoi. Alors certes les bouteilles de champagne, les chocos c'est cool, mais ça te rend pas plus riche quoi. Un peu plus gros c'est tout. Donc je me suis dit faut que je me lance. Et quand j'ai voulu me lancer, en fait je me suis rendu compte que j'y connaissais absolument rien à la fiscalité et j'avais vraiment peur de ça. Donc j'ai décidé de devenir inspecteur des finances publiques, donc des impôts, pour aller au cœur du système. Aussi simple que ça. Et j'ai fait une carrière de 8 ans là-dedans. Et en fait, quand j'ai décidé de me lancer dans l'immobilier, c'était au bout de 4 ans de carrière d'inspecteur des impôts. Déjà, j'en avais marre de mon taf. J'en pouvais plus les collègues et tout. Il y a aucune création là-dedans. Vous n'appliquez que des lois. Votre métier, c'est une loi qui est marquée à un endroit. Et tu es cette loi, donc tu dois appliquer ça. Donc c'est pas, en termes d'épanouissement, j'ai trouvé pas mon compte. Et puis je venais de me faire larguer comme une merde et j'étais vraiment mal. Et là je me suis dit là j'ai bien perdu sur tous les plans. Quand tu fais le check-up, tu dis maintenant on a envie de gagner. Et là je me suis vraiment vénère comme pas deux. Et je m'étais fait une promesse qu'à 35 ans, donc j'avais 31, qu'à 35 ans je prenais ma retraite grâce à l'immobilier. Je m'en foutais du montant que j'allais avoir. C'était irrévocable. Dans ma tête, il n'y avait pas de plan B. Et puis, j'ai acheté 40 appartements. Je suis devenu rentier. J'ai claqué ma dème à mon patron. Personne n'a rien compris. Quitter un boulot d'inspecteur des finances publiques, personne ne comprenait ça. Mais moi, je dis, si, moi, je comprends, je sais ce que je vais faire. Tout le monde pensait que j'allais retravailler ailleurs. Je dis, mais non, j'ai plus besoin. Même ça, personne comprenait. Je dis, c'est pas grave. De toute façon, la démission, elle est là. Et puis, je me suis barré et je suis très heureux encore de ce choix-là. Même si le matin même, t'as les chocottes de fou quand tu vas poser ta dème. La nuit, elle est pas bonne, quand même. Tu annonces quand même un salaire, tu vas dans l'inconnu, quand même. Et j'étais vraiment content d'avoir fait.
Et puis au bout d'un mois, j'accompagnais les personnes pour investir dans l'IMO et avec mon associé Jean, mon cousin, on a créé Imorenta pour accompagner les personnes dans l'immobilier, investir, donc faire de l'investissement locatif, faire aussi de la location courte durée et aussi de l'achat-revente. Donc on a formé plus de 4000 personnes dans ce métier-là et on continue toujours d'ailleurs. Et puis à force, on s'est rendu compte de deux problématiques majeures qu'on avait, mais nous on s'en rendait pas forcément trop compte. C'était la recherche du bien, et deux, le financement. On s'est dit mais il faut qu'on automatise ça absolument, et c'est là qu'on a décidé de créer Imoscan. Et puis c'est une super aventure aussi, mais peut-être qu'on en reparlera peut-être tout à l'heure. On va en parler. Mais voilà pour la présentation. Top. Parcours inspirant. Et comme tu disais, 40 lots assez rapidement. J'ai pour ma part un de mes clients investisseurs qui m'a appelé hier, et comme quoi c'est possible, hein, pareil, pharmacien pour lui, hein, qui a du coup fait appel à moi et à mes services pour lui trouver des immeubles là, parce que en fait, il a pour objectif de vendre sa pharmacie dans 5 ans, et il m'a dit dans 5 ans je vais être rentier. Voilà. Ouais, donc voilà, il y a pas de no way. Voilà. Enfin, et donc c'est possible quoi. Enfin, je veux dire, en se faisant accompagner des bonnes personnes et en ayant envie également de le faire, vous pouvez complètement réaliser cet objectif-là. Ça me fait penser également à Anthony des Gentlemen Investisseurs, qui lui, pareil, avait ras-le-bol de son travail, travaille dans les travaux publics, mais c'était sa boîte. Il voulait vraiment partir, et il a fait pareil que toi en fait, hein. Il a enchaîné les biens rentables pour pouvoir prendre son indépendance financière par la suite, et voilà, être libre. C'est cool ça. Ouais, alors juste après, il faut juste quand même, pour tout le monde, hein, c'est quand même, il y a des nuits sacrément pourries, hein, quand même, il y en a des sacrément pourries, mais par contre, après, les autres nuits sont quand même meilleures après. C'est ça. Il y a des doutes, il y a la recherche qui peut être aussi stressante. Moi, je sais que quand je suis en recherche, je suis hyper euphorique. Je suis hyper euphorique quand je vois un truc. Ah ouais, on peut faire ça. J'arrive vachement à me projeter sur les biens, contrairement à d'autres personnes qui arrivent pas du tout à se projeter. Moi, j'arrive à trouver un peu le truc qu'on pourrait faire dedans. Et ce que j'aime bien, c'est la négo. J'adore la négo. Ouais. Juste, je reviens juste, et je pense, toi, c'est peut-être, je sais pas, c'est Maxime, là, d'ailleurs, parenthèse, t'as acheté un bien, là, ou pas, récemment? Non, toujours pas. Ah, la vache, je crois pas. Maxime, voilà, j'ai un coach, mais tu vois, je sais pas, c'est bon. Non, mais t'aurais acheté l'année dernière, au podcast de l'année dernière, t'aurais déjà amorti 10 000 balles, plus le cash que tu te serais rentré. C'est ça. Bien. C'est ça, mais tu vois pas là sur la caméra, mais j'ai une larme qui coule. Ah, sans déconner. Cet épisode-là va se transformer en coaching pour Maxime. Ouais, c'est ça. Non, mais en fait, le truc, pour ça qu'en fait, pourquoi j'ai fait le bon sur toi, Max, parce qu'avec ce que tu viens de dire, Samy, c'est la capacité de projection qui est déterminante. Si t'as pas la capacité, parce que tout le reste, en fait, c'est la mécanique. On va le faire très simple. Mais si t'as pas la capacité de projection, c'est celle-là qui s'apprend. Donc, tu peux être en stress et tu sais pas où tu vas. Et la capacité de projection, ça va dans tout. Quand vous voyez un appartement et que vous aidez des gens pour les mettre en LCD, faire une expérience et tout, vous avez cette capacité de projection. Vous l'avez tous les deux. Ou Maxime, t'as ta capacité de projection dans le podcast, dans tout ce que tu veux faire. C'est pour ça que t'as pas peur, t'y vas. Mais du coup, il te manque la projection sur un bien immobilier. Ouais. Et je pense que c'est juste ça, faut que tu reformes ton œil là-dessus, et ça va dérouler, quoi. Ouais, mais comme tu l'as dit, alors là on suit pas du tout le plan, mais c'est pas grave parce qu'en non, mais c'est très bien. Moi j'aime bien les épisodes qui sont comme ça. Si tu trouves pas le bien, en gros, moi, ma stratégie aujourd'hui, c'est si tu trouves pas le bien que tu le souhaites, hein, voilà. Moi, en ce moment, je recherche un immeuble. Voilà, je recherche un immeuble dans mon secteur. Je le trouve pas. Cet immeuble, ça n'existe pas. Ou ça existe, mais c'est trop cher. Il n'y a pas de rentabilité. Et en fait, je me dis, crée-toi l'immeuble, en fait, complètement. Tu crées ton immeuble. Des maisons, j'en ai à vendre. Tu achètes une maison à R+2 et puis tu la divises. C'est ça, des maisons, j'en ai à vendre ici. C'est plutôt résidentiel, familial, etc. J'ai commencé à prendre rendez-vous à la mairie pour proposer quelques biens déjà, voir un peu ce qu'ils en pensent. Donc j'ai eu des refus déjà par rapport du coup à certains biens. Donc je sais que je peux pas aller dessus. Elle m'a bien expliqué aussi. Ça c'est important aussi, hein, d'aller à la mairie et à l'urbanisme pour qu'ils vous expliquent un peu les règles en la matière dans leur communauté. Je sais pas si toi tu fais la même chose. C'est la première question, et le PLU.
Voilà, ça c'est hyper important. Moi, par exemple, j'avais vu un truc super, 2 maisons, un garage qui pouvait être transformé sans aucune difficulté. Je fais, ah, c'est le bon projet, pas cher et tout. Je vais à la mairie et tout. Je fais, voilà, je vais peut-être acheter ce genre de produit. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Elle fait, ah non, là on est en zone inondable. Je fais, comment ça on est en zone inondable? La rivière, elle est à 500 mètres là. Elle fait, oui, mais en fait, il y a plusieurs inondations. Enfin, il y a l'écoulement, mais il y a également par le souterrain, je sais pas quoi. Enfin bref, je Oui, connais les pas rivières souterraines, ouais. Ouais, les trucs techniques. Ah bon? Elle fait, bah oui. Et là, en fait, vous êtes en plein dedans. Donc, elle dit, vous aurez pas du coup le permis pour pouvoir faire ce que vous voulez. Ouais, mais du coup, tu sais les zones où tu peux les taper en dehors de cette résurgence des rivières, quoi. Exactement. Donc, elle m'a expliqué, elle a pris le temps avec moi de m'expliquer, voilà, ben, tout ça, en fait, ben là, vous pouvez pas faire ce que vous voulez. Par contre, ici, vous pouvez. Si vous trouvez une maison ici, ben là, c'est possible de faire ça. Elle m'a parlé aussi alors, pareil, j'ai pas les termes techniques, je sais pas si tu vas pouvoir m'aider. Elle m'a dit que sur des points stratégiques, en fait, dans la ville, il y avait des petits macarons, en fait, qui permettaient de voir le niveau Ouais, de où ça peut monter, effectivement. voilà, Ouais, de où ça peut monter, comment il faut alors, il surélever, y en a etc. partout dans toutes les villes de France, mais alors, Ouais. personne fait gaffe. Et ça, elle m'a dit, ben ça c'est hyper important. Et elle m'a dit, ça on est hyper vigilant. Ça, elle m'a dit, on vient de faire détruire une maison à une personne qui n'avait pas respecté ce genre de truc. Il nous avait dit qu'il avait respecté le truc, il l'a pas respecté. Allez hop, rasé. Je dis, ah oui, d'accord. C'est comme ça, vous. Ouais, Ah oui, oui, non, c'est mais elle hyper est important. construite la baraque, qu'est-ce que ça leur fait si le mec il est inondé, quoi, c'est pas Ah grave. ben non mais c'est clair. Et là le gars, je pense qu'il avait vachement, il a Le mec vachement il a perdu investi, 300 quoi. 000 balles Et ils par m'ont dit, une bah non, mais volonté d'une personne, quoi. c'est ça. Donc voilà, petit aparté Ouf. de la division, mais c'est un peu la conclusion en fait de notre épisode parce que si vous trouvez pas l'appartement que vous souhaitez avec une bonne rentabilité, créez-le vous. Je sais pas si on dit ça comme ça, mais on en parlera juste après. Ou élargis ta Ouais, recherche. c'est ça. Ouais. Alors, Allez, reprenons peut-être c'est ça. Maxime, parce que les gens vont dire, Allez, ah, c'est moi qui fais le relou d'habitude pour recentrer les épisodes. Donc on avait dit aujourd'hui on traite d'une thématique, c'est l'investissement IMO en 2025. Est-ce que c'est mort? J'ai été volontairement très incisif dans la thématique. t'étais putaclic, je cherche pas. Putaclic, c'est voilà, ça, exactement. L'idée, c'est de se dire pourquoi vous pensez que les gens pensent ça aujourd'hui, cette année en l'occurrence? Alors, depuis que j'accompagne des gens et depuis que j'ai commencé C'est à toujours la investir, crise. c'est toujours la crise. Mais en même temps, c'est normal que ça soit toujours la crise parce qu'en fait, il y a déjà rien d'immuable. Ça, faut dire. Il y a des entreprises qui naissent avec un nouveau produit, il y en a qui meurent avec un ancien produit. Donc, on pense que c'est toujours la crise, mais en fait, c'est juste la société qui est normale et c'est comme ça, en fait. Il y a toujours une inflation. Bon, là, on a un peu mangé avec le Covid, un peu plus fort, mais il y a toujours l'inflation, il y a toujours du chômage, il y a toujours de la crise. Parce qu'en fait, il faut être tout le temps en mouvement. Et si tu restes statique, forcément, t'es pris par la crise. Et la plupart des gens sont statiques. Donc, psychologiquement, philosophiquement, ils se sentent tout le temps en crise. Il faut jamais mettre les pantoufles. C'est bien un truc que j'ai envie de dire à tout le monde. Moi, c'est vraiment ma conclusion. Il y a un moment donné, j'ai foutu les pantoufles, tu te fais manger. Il faut jamais mettre les pantoufles. Ça n'existe pas. Si vous mettez les pantoufles, vous allez vous faire bouffer, vous restez dans votre taf, votre épargne va se faire bouffer, vous allez avoir une retraite de merde. Aussi simple que ça. Il faut jamais mettre les pantoufles. Donc ouais, c'est toujours une bataille, toujours une guerre, vous l'appelez comme vous voulez. Moi j'ai envie de dire maintenant, ne mettez jamais vos pantoufles. Et puis vous serez déjà moins en crise. Parce que quand on se repose, on voit plus les opportunités et on bouge plus. Puis on dit ah c'est trop cher et puis on commence à regarder les conneries à la télé ou sur les médias, les applications et tout, et on n'avance plus. Mais même des guerres, on en a tout le temps eu. Et là en ce moment c'est un peu chaud en plus. Visiblement, elle s'est vite arrêtée, mais elle va repartir, on n'en sait rien. Il y a d'autres guerres un peu à droite et à gauche. Juin, Voilà. Les banques qui sont en crise parce qu'elles ont abusé, mais les banques ont toujours abusé, elles ont toujours fait de la merde. Bref, on peut prendre un tas d'exemples et tout. Politiquement, ça n'a jamais été bien. On dit ah, Bayrou c'est le pire. Et les gars, alors oui, il est franchement, voilà, pas élevé le gars, mais on est d'accord. Mais on reprend tout le paysage audiovisuel politique. Il n'y a jamais eu rien de bien, au final, et de stable. C'est pour ça que les gens ont oublié qu'on est tout le temps en crise, mais en fait, j'ai même pas envie de dire qu'on est en crise, c'est qu'on est en mouvement. Il y a des choses qui meurent, il y a des choses qui montent.
tu l'as souligné, moi je trouve qu'il y a un climat un peu anxiogène aujourd'hui où tu vois tu prends les articles immobiliers, capital, les choses comme ça, tu vois pour la personne lambda moyenne, tu te dis bah tiens l'immobilier ouais c'est pas la bonne année. Est-ce que finalement c'est pas une opportunité ça? Alors, moi, juste avant même, pour aller genre le capital, parce que c'est bien, t'as ciblé le mardi favori, c'est que c'est du putaclic. Oui, bah, Le titre, on est nous, on dedans, s'inspire des meilleurs, hein, clairement. on est bien d'accord. On est bien d'accord. Et c'est juste du putaclic. Eux, c'est juste pour, bah voilà, pour faire leur magazine. Mais l'immobilier, ça fonctionne toujours. Sinon, il y aurait plus d'artisans, déjà. Il y a plus d'agents immo. Il y aurait plus de notaires, hein. C'est bizarre, les mecs, ils augmentent tous leur chiffre d'affaires. Ouais. Quand même vachement étonnant, quand même. Les banques, elles ont une dalle de ouf. Alors, c'est vrai qu'en 2023, 2024, elles avaient moins envie de prêter. Ça, c'est quand même une réalité. Mais là, elles ont la dalle, elles ont besoin de prêter, elles ont des objectifs hyper hauts en termes de financement, IMO, hein. Parce qu'en fait, ils ont pas assez prêté. Maintenant, leur ratio, il faut qu'ils prêtent à mort parce qu'ils sont, ils risquent de se retrouver en galère. Donc, donc du coup, pour toi, c'est un bon moment là auprès des banques pour pouvoir contracter un prêt. Ouais, c'est ça. Alors, sauf certaines banques régionales où ils doivent encore rattraper les conneries des 10 dernières années, parce que voilà, le problème c'est pourquoi des fois une banque ne finance plus, parce qu'elle a fait des conneries sur ses placements et sur ses stratégies d'acquisition de leurs clients. Il y en a, par exemple, la Banque Populaire, tu comprends, de l'Est de la France, elle galère à prêter. Elle galère vraiment. Parce qu'elle avait fait de la merde et ses ratios de bilan, bah, sont pas bons. Par contre, à la Caisse d'Épargne de l'Est de la France, elle l'envoie. Et elle envoie fort. La BNP France, elle a la dalle. Ça dépend vraiment des réseaux et de leur ratio, en fait. C'est tout bête, mais si une erreur a été cumulée par les hauts cadres, bah après, elle pourra peut-être ne plus prêter au marché du particulier. Ok. Voilà. Ouais. Et après, tu as aussi le marché du pro, où si tu te mets en mode pro, bah là, tu te fais financer plus facilement. Par contre, je préfère vous dire, vous allez vous faire arracher sur le taux d'intérêt, quoi. Les taux, bizarrement, les taux pour les pros en ce moment, ils sont à combien à peu près? Si tu vas chercher, tu peux te prendre du 4,5 en SCI à l'IS, hein, sur 25 ans. Hein. Ouais. Là, je veux dire, ça pique, tu perds quand même plus de 25 points de budget. Hein. Est-ce que tu dirais pas aussi que la morosité actuelle, elle vient de cette comparaison avec cette phase d'euphorie qu'il y avait avant, où quand tu avais notamment pour les particuliers des taux à 1, 1,5 et qu'aujourd'hui, bah, t'as fortement augmenté, ouais. Tu dois être au double aujourd'hui, j'ai pas bien suivi, tu vois. Samy, on n'arrête pas de se dire qu'il faut qu'on se fasse la minute, comment dire, l'édito des banques, limite, chaque mois pour avoir un baromètre, et de se dire, là, tu vois, est-ce que c'est pas la comparaison à avant où il y a eu une période quand même post-Covid où c'était plus facile qu'avant et en fait c'était limite une anormalité, tu vois. Et est-ce que les gens sont pas en comparaison avec ça? En fait, ça avait déjà commencé avant la normalité. En fait, ça rappelle juste un principe, c'était le mieux avant pour se lancer. En fait, ça c'est juste encore une fois c'est une excuse à la Molineux. Je sais pas si vous la connaissez l'expression là, mais bon, oui. Voilà. Ouais, on n'est pas si jeune que ça. Un gros mot, et là je me dis wow, non, t'en as dit 2 avant, donc stop. C'est une expression normale, mais c'est vraiment ça, c'était le mieux avant. Mais si tu vas encore avant, on était à 14-17%. Enfin, les phases de trucs, ça fait 14-17%, on est remonté descendu à 11, puis après à 7. Moi, quand j'ai commencé en banque, on était en 2007-2008, on était en période subprime, on était à 4,5, c'était des taux normaux. Et après, on a décliné. En 2018-2019, on était à 1 point, donc 1%. On est même tombé à 0,80% sur des 25 ans. Autant dire que là, c'était open bar de chez open bar. Et les gens avaient un budget de ouf. C'est pour ça que ça fait aussi monter le prix de l'immobilier. Parce que forcément, tu pouvais emprunter beaucoup plus. Donc, ça y allait. Et ça finançait facilement. Donc, les prix restaient hauts. Et puis, bah là, les taux ont remonté, perte de budget. Donc, en fait, ce qui fait, c'est que c'est le marché des vendeurs qui est pas content. Parce que le marché des vendeurs doit baisser. Mais le marché des acheteurs, c'est celui qu'on parle pas. On parle toujours du marché des vendeurs. Bah, le marché des acheteurs, il est très content parce que là, il peut négocier, il peut racheter plus bas. Donc, c'est lui qui est gagnant. Sauf que la morosité se fait sur le marché des vendeurs parce que c'est normal, c'est eux qui sont plus exposés, c'est eux qui ont leurs biens à la vente. Mais le marché des acheteurs, eux,
Enfin, moi, sincèrement, on est très content. Moi, par exemple, toi, j'ai Ghislain. Ghislain, qu'est-ce qu'il m'a fait, lui? Il m'a trouvé une baraque divisible et tout, qui a déjà commencé à diviser et qui va améliorer. Attends, je vous lis le texto, parce que du coup, il m'avait envoyé ça. Il l'a acheté, donc c'était à 220, il l'a 165. Ouais, bah, ça m'étonne pas. Hein. Tu peux faire des super affaires. Hein. Ouais, c'est quand même Ouais. plutôt pop, quoi. Ah ouais, mais c'est clair. Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour mes clients, j'adore négocier et on arrive à avoir des négociations des fois de ouf. Enfin, tu te dis jamais on arrivera à avoir cette négo et en fait, si tu le tentes pas, tu seras jamais. Moi, je parle toujours de ce postulat. Hein, c'est qui ne tente rien n'a rien. Hein. Donc, Ouais. Le Jean-Claude nom, Plus. non, mais ouais, c'est un peu ça sur un malentendu, effectivement, et paix à son âme, Jean-Claude. En fait, voilà, ça, nous, on appelle ça le nom dans la poche. Tu es né avec un nom dans la poche. Tu auras tout le temps des noms. Faut juste aller chercher Louis, c'est le seul risque qui peut t'arriver. Puis si ça arrive pas au montant que tu veux, bah next, hein, tu changes. Hein. Bah c'est ça. Tu vas sur un autre. Si t'as un nom, t'auras peut-être une contre-proposition. Voilà, c'est ce que je me dis. T'as la contre-propos, toujours. Ouais, et puis après, s'il y a un pelos qui va acheter au prix, ben il l'achète au prix, et puis c'est tout. Hein. C'est son problème, c'est pas le nôtre. Et c'est bien pour le vendeur, tant mieux, quoi. Mais ouais, pour revenir sur la morosité, c'est la morosité des vendeurs. Parce qu'ils n'arrivent plus à vendre. Mais parce que se sont enflammés sur les prix. Je voulais, tu vois, on fait un comparatif par rapport à c'était mieux avant, tu vois, quand c'était ces années un peu folles au niveau des taux et de la montée des prix. Je voudrais faire un petit comparatif. Alors c'est un exercice de projection, parce que vous m'avez dit que vous étiez super fort. Vas-y. Non mais imagine, celui-là, je te jure. regarde, est-ce que aujourd'hui, finalement, la situation elle est quand même plus favorable que si tu prends dans les années 80, où tu disais tiens, je voudrais avoir la même stratégie que ce que j'ai aujourd'hui dans les années 80 avec des taux même dans les années 90, hein, avec des taux à 11%. Alors l'immobilier était beaucoup moins cher, certes, mais tu payais 2 fois et demi ton investissement in fine. Hein. Ouais. Alors les années 80 et 90 c'était totalement différent. Alors désolé, je vais peut-être faire mon chien, mais vas-y. Dans les années 80, on va en tirer un réel de ça, tiens. Ouais, dans les années 80, en fait, tu avais les banques qui étaient réglementées et est intervenue la déréglementation en 87. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, ils avaient une enveloppe, genre 20 milliards, qui pouvaient prêter les banques pour faire financer de l'immobilier, de l'investissement immobilier ou achat de résidence principale. Et une fois que cette poche-là était bouffée, ils ne pouvaient plus prêter. Donc si tu arrivais à te mettre là et tu connaissais bien le banquier, tu te faisais prêter nos limites, mais vraiment nos limites. Et comme ça coûtait rien, même si les taux étaient élevés, on s'en foutait. Et surtout, c'est que ça intéressait personne à Pierre à l'époque. Il faut quand même savoir, ça n'intéressait personne. Je sais que tu avais des apparts que tu achètes aujourd'hui peut-être 150 000 euros. Si ça coûtait 15 000 francs à l'époque, c'était vraiment un truc de fou. Ouais, c'était les tarifs, ils étaient délirants comparé à aujourd'hui. C'était complètement délirant pour nous maintenant, quoi. Et une fois que la poche était bouffée, bah plus de financement. Et elle pouvait être bouffée en juin. Donc c'était fini, l'année était terminée, quoi. Et après, c'était Mitterrand qui a ouvert ça, qui a fait la déréglementation. Et donc là, a ouvert, a dit maintenant les banques, vous pouvez y aller, vous pouvez prêter comme vous voulez. Donc là, il y avait une poche d'espoir pour pouvoir acheter. Donc là, super pour les gens. Et dans les années 90, qu'est-ce qui s'est passé? Commençait à s'amorcer la baisse des taux parce qu'ils maîtrisaient l'inflation. Donc là, a dit cool. Donc les gens se remettaient à réacheter pour pouvoir acheter, mais ils trouvaient toujours des points négatifs dans les situations d'avant. Parce que les taux étaient trop élevés, ou parce que c'était les poches de crédit étaient réservées. En fait, à chaque fois, tu trouveras une excuse sur la phase passée. Et du coup, pour t'éviter d'avancer. Mais en fait, tous les mecs qui ont acheté, en fait, le résumé de toutes les phases qu'on voit, c'est que si tu prends pas date, tu sautes pas dans le train et à la fin de ta vie, il se passera rien, quoi. On avait fait un épisode justement là-dessus où je sais plus quel intervenant nous parlait de ça, nous disait en fait un des plus gros freins des gens c'est de comparer par rapport à avant et de se dire si c'était mieux avant, je vais pas le faire aujourd'hui, alors que si ça se trouve ce sera pire demain et t'auras manqué une opportunité, donc ne pas quand même hésiter à faire les choses, à y aller, tenter. Je pense notamment à ceux qui ont la capacité, tu vois, t'es en CDI, t'as en fait ton banquier t'a dit go et tout, et, tu vois, passer à l'action en disant non mais j'attends une meilleure opportunité, comme tu l'as dit avec moi tout à l'heure, en un an t'aurais capitalisé, t'aurais peut-être même fait du cash flow, donc ceux qui ont tous les feux verts en fait, pas forcément hésiter par rapport à une situation qui était meilleure avant.
Ouais. C'est-à-dire qu'on se met des billes de côté pour si la situation s'améliore, on aura déjà mis en place des choses. Comme toi, Samy, par exemple, t'as commencé tôt. Quand ça s'est amélioré, t'en as bien profité, quoi. Oui, c'est sûr. Et on parlait de difficultés, justement en off, ce qui a fait qu'on a ouvert les micros tout de suite, c'était de se dire, mais il existe encore quand même aujourd'hui des belles opportunités. Et Samy, tu partageais un truc que tu avais fait très récemment avec Julien, et qui s'est dit, mais merde, là, ça faut l'enregistrer. Ouais, vas-y, pour le studio, allez, vas-y, balance. C'est pour le studio. Ah oui. C'est une histoire d'opportunité, encore une fois. C'est un studio qui m'est proposé. Moi, j'en ai déjà parlé dans le podcast, mais j'avais pas dit la conclusion parce que il y avait pas de conclusion encore. Là, il y en a une. Tu te posais la question. On avait fait un épisode sur est-ce que je le garde ou est-ce que je le vends. Exactement, c'est ça. Je savais pas si je le gardais ou si je le vendais. J'étais pas encore propriétaire de ce studio-là. Et en gros, pour refaire l'histoire, j'ai 3 studios dans une résidence. On m'a proposé un 4e studio parce que je connaissais le propriétaire. Voilà, on se connaît un petit peu. Il m'a dit ma mère vend. Est-ce que ça t'intéresse? Je dis bah oui, ça m'intéresse. On négocie un peu le prix. Je dis à ma femme, Estelle, je viens d'acheter un appartement. Et là, elle me fait quoi? Parce que je lui avais pas dit. Elle fait quoi? Oui, je viens de faire une proposition acceptée du coup. Elle fait mais c'est quoi? Donc je lui explique. Elle fait encore un autre studio. On avait dit qu'on passait sur un immeuble ou un appartement plus grand. Je dis oui, mais là c'est une opportunité, une belle opportunité parce que du coup l'appartement on l'achète pas cher. Et au pire on le revend. Au pire si vraiment Bah oui. on veut pas le garder, on le revend. Et donc elle dit ok. On passe au compromis. Et là, j'essaie de me projeter sur ce studio-là. J'arrive pas à me projeter parce que j'en ai déjà 3 comme ça. J'arrive pas à trouver quelque chose qui va faire la différence. Donc, je me dis bon, si j'arrive pas à me projeter dans ce studio, c'est que il faut que je le vende. En fait, il faut que je le vende. Et du coup, je commence à passer à l'acte authentique là. C'était en mois de mars, je crois, un truc comme ça, ouais, mois de mars. Le lendemain, je le mets sur le bon coin. On discute d'un prêt avec ma femme. Moi, je dis, je vais le mettre. Alors, je sais pas si je peux dire trop de chiffres. Non, je dis pas trop de chiffres ici. On sait jamais si les nouveaux propriétaires écoutent. Ah non, mais tu sors après la date de l'acte authentique, c'est tout. Ouais, en fait, voilà, je lui ai dit, voilà, je vais dire 65 000. Je lui ai dit, on va le vendre 65 000. Et elle me fait, non, mais ça, on va vendre beaucoup plus cher. Tu rigoles, on n'a rien fait dedans. On l'achète, on le revend et on l'avait acheté 43 000. Elle fait si, mais le plus cher. Elle voulait mettre 80 000, elle. C'est pas bien, hein, 80 000. Et donc je fais, allez, on met 72 000, ça te va? Elle fait, oui, 72 000, c'est ok. Des visites. Je comprends pourquoi il est si fort en égo, parce que déjà à la maison, c'est déjà tabasse. il est déjà bien entraîné. Laisse ta place à Estelle si ça te dérange pas. Elle 80 000. Non, mais après, elle avait raison, parce qu'on avait déjà vendu un studio comme ça, à ce prix-là, à l'époque, mais c'était en 2021, juste après le Covid, là, l'euphorie. Donc je me suis dit, ouais, l'euphorie est passée, donc ces prix sont plus les prix actuels, quoi. Et au final, allez, on y va, 72 000. J'ai eu des demandes d'informations. J'ai fait deux visites le lundi suivant, deux offres au prix. Chez Merde, j'aurais dû mettre plus cher. Ouais. Ouais, et l'acte final se signe là dans quelques jours. Donc ça a été jusqu'au bout. Ouais. Et puis ça ira juste au bout s'ils ont eu l'offre de prêt. De toute façon, même s'ils écoutent le podcast, ils vont jusqu'au bout. Et ils ont fait une bonne affaire. Et ils ont fait une bonne affaire parce que du coup c'est un studio qui est hyper rentable. Encore une fois, vraiment, moi j'ai utilisé mes chiffres en location courte durée, voilà, pour justifier également du prix par rapport à ce qu'ils vont faire eux également. Et mes chiffres sont, ils les connaissent, hein, les auditeurs. Ils sont vraiment très très bons et ils sont hyper rentables même à ce prix-là. Aucun problème, aucun problème. Ouais, et cet apport, en fait, du coup, cet argent que je vais avoir en plus va m'aider à faire un plus gros apport pour avoir le bien que je souhaite, soit une division, soit un immeuble, voilà, vraiment. Ouais, si tu peux ne pas mettre l'apport, ça serait peut-être mieux aussi, non? Ouais, j'aimerais bien, mais en ce moment, ils me demandent toujours 10%, ça c'est chiant. Oui, mais ça c'est... Ils essaient de réinstaurer le non-import.
le non 110%. Mais en fait, il existe toujours et faut juste être chiant et faire plusieurs banques en fait. Toi, en fait, ça c'était mon truc, c'est que j'ai essayé de faire sans apport le dernier, donc du coup le studio que je revends. Et en fait, j'ai fait qu'une seule banque, ma banque. Parce que je voulais pas me prendre c'était pas prévu, donc je voulais pas me prendre la tête avec aller faire 43 000 balles. Quoi. Voilà, c'était que dalle. Et en fait, je lui avais dit sans apport. Elle a fait traîner le dossier jusqu'à ce qu'elle le mette au pied du mur. En fait, elle était vache. Elle m'a mis au pied du mur en me disant, en fait, là, on arrive bientôt à la fin, comment on appelle ça, là, à la fin de la demande de prêt. La date butoir pour trouver ton prêt. La date butoir. Donc du coup, comment vous allez faire moi, je vous ai dit sans apport. Ah bah non, je vous ai dit, monsieur Kidimi, c'est avec apport. Hein. Oh putain, on arrive. Je l'ai mis à l'envers. Elle l'a mis à l'envers bien profond. Obligé d'en plus de proroger parce qu'en plus elle partait en vacances. Oh là là, j'étais très en colère contre elle. Bon, au final. Ouais, mais la leçon que t'en tires, c'est quoi? Ah bah la prochaine fois, je lui ai dit, la prochaine fois, vous serez mis en concurrence. Elle le sait. Et puis pour me venger, j'ai passé un de mes comptes pro chez Conto. Ça, il déteste vraiment ça. Oui. Elle a pas trop apprécié. Bon, vous avez fait Conto, mais c'est pourquoi, etc. Je sais pas, mettre ses œufs dans le même panier, c'est pas toujours bon. Non, tu te rappelles sans apport? Putain, je te dis. Et du coup, et puis oui, parce que du coup, c'est une création d'une nouvelle société. Et du coup, je sais, vous avez pas répondu à mon mail, donc du coup, moi, je suis passé chez Conto. Ah, excusez-moi, j'étais en vacances, mais du coup, vous voulez rapatrier votre compte chez nous? Ah non, Conto, ça me va très bien maintenant. Oh putain, voilà. Ouais, non mais, alors faut pas se barrer non plus des banques classiques, mais il faut bien leur montrer que elles fassent leur job, quoi. En fait, c'était le but. Encore une fois, Estelle, ma femme, qui me dit, Samy, tu mets trop tes œufs dans le même panier avec la banque, ça va pas. Je pense que le triplex, Samy va être éliminé, on va mettre Estelle. Je pense que ça sera. Il nous manque une voix féminine depuis quelques temps. C'est ça, c'est ma coach. Ouais. Enfin voilà, la petite. Non mais c'est bien, tu vois. Bah du coup, il y a des opportunités. Ça montre encore une fois qu'il y a des opportunités que tu peux faire. Oui. Par contre, tu as été un peu feignant sur la banque, j'avoue. J'ai été feignant sur la banque. J'ai été très feignant sur la banque parce que j'ai plein d'activités à côté, que j'avais pas le temps de m'occuper. Et voilà. Mais la prochaine fois, ça se passera pas comme ça. Bah tiens, ça me fait penser à une question que je vais prendre à titre perso. Vas-y. Donne-moi tes meilleures techniques pour mettre en concurrence les banques. Comment tu vas, comment tu vas sonner chez les banques que tu connais pas, tu vois, t'as jamais eu de contact dans une banque. Comment tu t'arrives, quels sont tes critères pour te dire, je vais peut-être pas faire 10 dossiers, mais comment je cible? Voilà, vas-y. Là, je le prends pour moi. Alors, moi, ce que je fais, c'est que où j'ai acheté, où l'immeuble je l'ai trouvé, ou le bien, n'importe quel bien, je prends toutes les agences aux alentours. D'accord. Je prends pas les succursales. S'il y en a 15, j'appelle les 15. Je les appelle toutes pour prendre un rendez-vous et dire, est-ce que vous faites du 110%? Oui, non, parce que là, du coup, j'ai des propositions dans d'autres banques, mais est-ce que vous faites du 110%? Oui, on peut en faire. Ok, on prend rendez-vous. J'ai tel immeuble et tout, et je dis déjà rapidement en 5 minutes le projet. Si je sens qu'au téléphone, ah oui, c'est bien, ok. Si je sens que la personne n'est pas ouf, je dis, vous avez un collègue qui serait mieux à même de gérer ça que vous, parce que des fois, ils osent pas prêter des trucs parce que c'est des truffes, et je fais ça. Et du coup, je prends entre 10 et 15 rendez-vous dans des agences différentes, et même parfois de la même enseigne. D'accord. Parce que un conseiller de la caisse d'épargne à la ville A sera peut-être pas très motivé, et que le mec de la ville B sera bien meilleur. En fait, il faut tomber sur le conseiller déjà qui va bien défendre ton dossier. Si lui, il y croit pas, comment tu veux qu'il défende ton dossier après? Bien sûr. C'est mort. Et tu auras toujours un gars qui sera en galère sur ses objectifs, il y en aura toujours un qui aura toujours plus faim, il y en a toujours un qui travaille toujours mieux. C'est pour ça qu'il faut faire 10 à 15 appels, et tu passes ta journée après en rendez-vous. Tu vas tous les voir, tu vas avec tes dossiers, tu leur envoies. T'es prêt aussi avec, moi je prends toujours mon Mac, et leur envoyer tout en démat aussi, tout ce qu'ils ont besoin. Comme ça, en fait, il n'y a pas de trou dans la raquette quand j'y vais. Et que le mec, il a tout. C'est soit il comprend tout de suite ou pas. Et que si je vois qu'il galère, qu'il comprend pas, qu'il me raconte un peu des conneries dans le langage bancaire, je dis, écoutez, je pense on est d'accord. Je pense que vous débutez, je veux pas le mettre en porte-à-faux, mais est-ce que vous avez peut-être ou un de vos collègues qui serait plus à même à prendre en charge le dossier? Ouais, c'est vrai que ça, ok, pas de souci, mais en fait, il faut déboulonner le truc.
Et il faut pas hésiter à dire, bah non, là, vous, ça va Et pas le faire. toujours dans la ville où tu achètes. En général, je tape aussi dans les banques que j'ai, où j'ai l'habitude d'aller, mais je vais toujours taper les nouvelles. Toujours. Parce que vous dire on est dans le marché local, on comprend, blablabla, tout ce qu'on te demande, c'est de financer, hein. Mais t'es obligé de manger un peu leur argument, leur littérature marketing. Ça, c'est fatigant, c'est pas drôle, mais il faut le faire. Mais c'est comme ça que tu chopes le 110%. Il y a que comme ça. Et par rapport à ça, du coup, tu crées une SCI ou autre par bien ou pas forcément? Non. Alors, au début, je faisais ça, mais c'est un peu une connerie. Enfin, c'est pas que c'est une connerie, c'est qu'en fait, le contexte a changé et on n'a plus besoin de le faire. Et tu vas pas mettre juste 3-4 appartements dans une SCI, puis tu vas refaire 2-3 appartements dans une autre SCI. Ça t'augmente des frais, ça t'augmente la gestion. Tout le monde nous dit, ouais, mais c'est pour le résultat lié, c'est 15 points, et puis les 25 points derrière. Déjà, fais-moi 38 000 € de bénéfices dans une SCI. Donc, tu peux déjà en caser, hein, quand même, hein, des biens immobiliers. Ouais. Bon, après, quand tu as des grosses rentas, ça peut aller vite, mais n'empêche, tu peux quand même caser plusieurs biens immobiliers. Ça t'évite de faire trop de gestion. Et une fois que tu as dépassé les 38 000, techniquement, si tu sais sortir l'argent d'une certaine manière, tu vas minimiser ton bénéfice. Donc, voilà. Ouais. Par contre, si c'est des projets complètement différents, genre, tu es en mode location courte durée, habitation, et tu veux faire de local pro, là, pour moi, je mets dans une autre. Là, j'étends chiffre. Ouais, Ok, c'est à ce moment-là, je préconise ça, quoi. Après, j'ai pas la vérité absolue, hein, loin de là. Mais je sais que selon la nature des activités, vaut mieux. Et puis local pro, peut-être pas le foot non plus en SCI, que tu mettre dans d'autres structures aussi, parce que au moins t'es protégé par la personne morale. Parce que la SCI, c'est quand même transparent. Ouais. Et toi, en ce moment, t'es plus local professionnel ou plutôt habitation? Là, en ce moment, moi, je termine mon gros projet, c'est je mets tout en location courte durée, là, dans l'immeuble de 16 lots que j'avais. J'ai mis un peu de temps, j'ai un peu traîné, j'avoue, ça c'est entièrement de ma faute. Mais tout le rez-de-chaussée, je finis de les mettre en location courte durée. Une fois que c'est fait, ça, je pense que je vais repartir un peu sur l'achat-revente pour prendre un peu de cash. Et puis si je vois une bonne opportunité d'investissement locatif, en fait, moi, je pense qu'il y a. Ouais, s'il y a des bons coups à faire, je suis pas focus sur une stratégie parce que c'est la meilleure façon de louper des affaires, quoi. Si je vois un truc et je dis, bah là, je vais faire si je peux le faire. Oui. Toi, Julien, t'es pas focalisé sur une zone. Toi, t'es toute la France. Ouais, moi, je suis pas, voilà. Alors, j'ai recentré un peu, quoi, mais, effectivement, je pars plus trop loin non plus, quoi. Ok. Ouais. Mais ça me dérange pas de faire à 2 heures aux alentours, je m'en fiche, quoi. Même 3 heures, c'est pas grave, quoi. Ouais. Mais ce que je retiens, c'est aller voir les banques du coin quand tu trouves à 2 heures de chez toi, plutôt que prendre ton agence locale, tu vois, dans le bled à côté de chez toi pour avoir. Tu vas plutôt dans la ville où t'achètes, quoi. Ouais, j'y vais, je panache, ça dépend. Je peux panacher aussi, quoi, tu vois. C'est pas dérangeant. De toute façon, le but, c'est plus t'as de points de contact, plus t'augmentes ta chance d'acheter. Ouais. Sans apport. C'est ça. Comment, toi, alors on dévie un peu du plan, mais c'est pas grave parce que ça va être hyper intéressant. Une fois que tu trouves un bien qui semble intéressant, que tu vas faire la visite, qu'est-ce qui te fait dire que ça va être une bonne affaire? Alors, moi, ce qui me fait dire, de toute façon, ça va être l'étude de marché, mais alors, moi, j'avoue, je me fais plus suer avec le Bon Coin, tous les trucs là. Moi, clairement, j'utilise la solution qu'on a créée, quoi. Ouais. Je sais tout de suite si c'est une bonne affaire ou pas. Je sais combien je vais gagner en revenu, ou soit si je fais un achat-vente, est-ce que je vais me prendre 100K sur cette opération-là, quoi. Je m'embête plus, ça fait tout, en fait. Et là, pour savoir que c'est une bonne affaire, même sans l'outil, c'est l'étude de marché qui fait que où est-ce que tu vas avec tes chiffres, quoi. Si tu achètes à 2000 du mètre et ça en vaut 3005 et tu fais une réno à 500 du mètre, tu prends 1000 par mètre et ça fait genre 200, bah tu te gaves, quoi. Ouais. Tu te gaves fort. Même avec une fiscalité désavantageuse, tu te gaves bien. Donc en plus, si tu arrives à optimiser, c'est encore plus cool, quoi. Moi, par rapport à tout ce qui est marchand de biens, j'ai un peu de mal à trouver des données, par exemple, en me disant si j'achète, par exemple, comme tu le disais, à 2000 du mètre, là en l'état, est-ce qu'à 3000 du mètre en neuf, ça va partir, alors que du coup j'ai des biens dans le même secteur qui vont être à 2003, 2004 du mètre, mais sans être rénovés.
Ouais, ça dépend en fait de la projection et d'où est-ce que tu veux emmener ton bien en fait. Si tu Ouais, t'achètes une maison et tu veux en faire pour une petite cible de couple modèle, 2 enfants ouais, mariés et tout, et que c'est un budget standard, tu vas mettre du standard dedans. Mais si tu veux d'accord. faire du luxe, donc tu vas acheter un bien ou qui s'y prêterait plus, et là tu peux bourriner. Et D'accord. donc si tu bourrines plus, tu sais que tu vas taper le haut du panier dans ton prix du mètre carré, quoi. Ok. Et j'ai une autre question. On passe en coaching là. Euh, j'ai une maison qui me ziote là depuis un moment. En fait, c'est une maison abandonnée qui se trouve dans mon village, enfin pas loin de là où j'investis. Du lierre partout, hein. Enfin vraiment, elle avait été squattée cette maison, etc. Elle est abandonnée. Comment je peux Attends, récupérer elle a été l'adresse squattée, tu vas du... pas été boire des bières dedans avec des copains? J'y suis allé en fait voir, j'y suis allé voir si elle était toujours habitée et tout, mais en fait il y avait des poubelles partout, mais il y a personne dedans. Et comment je peux Peut-être dans les retrouver poubelles, l'adresse du peut-être dans les propriétaire? poubelles, je ne sais pas, en morceaux. Comment je peux trouver l'adresse du propriétaire? Est-ce que tu as une technique? Bah ça, tu utilises france-cadastre.com. Ouais, t'as la mairie aussi, hein. T'appelles la mairie, ils ont Non, des la fois ils mairie ont te les donnera pas. coordonnées. La mairie te donneront pas, elles Tu ont dis que t'as pas. un problème de voisinage. Il y a un arbre qui va tomber. Faut être voisin, hein. Franchement, Mais la Ouais, faut être mairie te vrai. le donnera pas. C'est le cadastre qui te donnera. Le cadastre, en fait, ok. Ouais, et donc c'est france-cadastre.com ou .fr pardon. Et tu fais ta demande et tu auras dans les 24-48 heures le nom, prénom et adresse du propriétaire, quoi. D'accord, ah bah ça je vais le faire parce que ouais, ça peut être un... Comme tu disais, Ah, ça peut être méga pour une puissant, quoi. RP, pour une famille, c'est une maison qui s'y prête. Hop là, pardon. tant qu'il n'y a T'as pas eu de le meurtre gars. dedans et que c'est le truc un peu C'est ça. glauque. Nous, on vient Ouais. du même patelin avec Samy. On a fait nos études au même endroit. Et je sais pas si tu te rappelles de cette maison. Tout le monde en passait devant et on disait elle était hantée Mm. puisqu'elle avait toujours été vide. En plus, elle faisait un angle de rue. Elle était pas au fond d'une impasse et tout parce qu'il y avait eu un meurtre et tout. Mais on l'a Oui. jamais vu habiter cette maison. Ouais. Jamais. Pourtant, elle était tondue et c'était plutôt propre devant. Et le jour où ça a été où il y a des gens qui ont emménagé, on a dit bah nous on n'y serait jamais allés. Je me Ouais. rappelle toujours de ma mère quand on passait devant cette maison, elle dit mais moi on me la donnerait, j'habiterais pas dedans. Ah, tu vois, alors que c'est là les meilleures affaires, quoi. Bah oui, parce que du coup, des gens qui ne sont pas du Du quartier coin, même, ouais. du coin et qui sont mutés par exemple, etc., ils connaissent pas les histoires de cette maison, donc ça peut être hyper intéressant. Ouais, mais si tu rechanges l'identité même d'une maison, l'histoire part aussi, hein. Ouais. Oui, bah non, mais on est d'accord là-dessus. Mais Mais ça ouais, m'a fait penser à cette maison-là qui est restée mais des années vide parce que les gens avaient peur, quoi. bah ouais, non, mais je peux comprendre, hein. Moi, sincèrement, je vois un projet comme ça, j'y vais, quoi. Très clairement, parce que bon, je connais pas la personne, Ça je se sais trouve pas. c'est toi qui l'avais repris à l'époque. Ouais, tu sais, vas-y, en vrai, ouais. De 2008, ça correspond à ce que tu nous dis. Ouais, disons, c'est toi le principal suspect, en fait. Ah, merde, et hop, non, affaire élucidée. Non, mais les projets abandonnés, ça peut être pas mal, faut que tu regardes s'il y a les compteurs aussi. Ouais. Et si tu peux, si t'es pas embêté pour créer le compteur, parce que si t'es embêté pour ça, ton projet vaut rien. J'avais entendu aussi parler de personnes. Alors ça, c'est très très atypique. On va juste faire une parenthèse, mais de gens qui recherchaient sur les cadastres dans les zones rurales des parcelles où tu as un bâti effondré, tu vois. Alors, faut pas qu'il soit classé, faut pas Ouais. qu'il soit parce que des fois, tu as des bâtis effondrés. Je pense notamment, tu vois, du côté front de Gironde, tu as des séchoirs à tabac. C'est classé par les bâtiments de France. Enfin, tu peux pas faire ce que tu veux dedans. C'est très, très complexe. Mais des fois, les mecs, ils récupèrent, tu sais, un bout de bergerie ou quand les mecs allaient faire pâturer, ils avaient fait des cabanes en dur. Et du coup, dans les cadastres, c'est du dur. Et tu récupères ça et tu peux en fait refaire exactement la même surface à peu près. T'as déjà entendu parler de ce genre de process ou pas? Ouais. Ouais, j'ai déjà entendu. Bon, en fait, de toute façon, le process, il est hyper simple, hein. C'est qu'en fait, tu as du bâti. Pour ça, pas bâti effondré, tu fais bien de préciser. Donc, tu as un truc de 200 mètres carrés en emprise au sol. Tu peux faire un truc de fou, de 200 plus 200. Tu fais pas un manoir, mais tu fais une sacrée baraque. Ils peuvent rien te dire, en fait. Parce qu'en plus, c'est pas un permis de construire qui te délivre. C'est un permis de travaux. Enfin, c'est une demande de travaux que tu fais. Déclaration préalable, en fait, c'est... Ouais, c'est ça, c'est une DP toute simple, quoi. Ouais. Donc ça change tout, en fait, tu vois. Et ça, c'est puissant, quoi. Ouais, carrément. Samy est en recherche de bergerie dans son coin, là. Ouais, il y en a pas beaucoup, moi. Ouais, non, tu penses Non, mais c'est des fois, ouais. t'as des cabanes qui font 70 mètres carrés, tu vois.
Même pas. Tu dis si tu doubles, tu fais un 140, ça reste propre. Hein. Moi, j'en ai trouvé une dans mes patelins là en allant courir. Elle doit faire 20 mètres carrés sur le bord de la départementale avec des murs qui sont épais, mon pauvre. C'est des blocs. Oui, c'est des murs pour faire un bureau. Ouais. Un bureau à louer, tu vois. Je suis pas sûr. Ça va être l'antenne de ma Comimo, tu vois, c'est bam, tu vois, sur le bord de la départementale, un truc de 20 mètres carrés, ancienne bergerie, ça, de la pierre, ça aurait dû cacher, tu vois. Ouais. Pas sûr. Bon, après, si c'est pour toi, tu fais ce que tu veux, hein, mais Ouais, je suis pas convaincu non plus par le principe, par le projet, tu vois. Alors, j'avoue, je suis pas non plus, je sais pas, il manque un truc, tu vois, pour y aller. Non, et ça me fait penser à un truc, tu vois, une description un peu pourrave comme ça. L'autre jour sur YouTube, on a eu un mec, je présume que c'est un mec, hein, je dis ça, et on a eu une personne qui nous a envoyé sur une de nos vidéos pour nous dire, voilà, j'ai visité une love room dans une cave, pas de fenêtre, c'est un couple qui se sépare et ils veulent la vendre. Ils m'ont montré les chiffres, elle est ultra rentable, mais ça fait 7 mois qu'elle tourne pas et du coup, elle sent un peu le renfermer. Qu'est-ce que vous en pensez? Je fais, moi, sur 3 lignes, avec juste cette description-là, faut m'en dire plus parce que là, si je m'arrête juste à ça. Oui, non, effectivement, il faut un peu plus. Il faut peut-être réappuyer sur la VMC déjà pour ça. Ah ouais, ça fonctionne. Love Room dans une cave. Love Room en cave sans fenêtre. Il faut que ça soit. Ça marche, hein. Il faut que ce soit aéré, quoi. En fait, il faut qu'il y ait une VMC. C'est une cave room sur le thème de Batman. Ouais, c'est ça, mais en mode un peu Port Jartel, quoi, pour le coup. Donc, c'est ça, avec Catwoman et tout, tiens. Ouais. J'avais une question à te poser. T'as tenté des projets de construction? Non, j'aime pas la construction parce que en fait, t'as un décalage de trésorerie énorme. Parce qu'on dit même si tu arrives à la faire en 8 mois, ta maison, 8 mois, c'est franchement bien. Un décalage de trésorerie fou quand même. Et moi, je suis toujours... je préfère voir la trésorerie qui monte que la trésorerie qui descend. Ouais. C'est pas très agréable. Ça, même si je l'ai vécu, c'est franchement pas du tout agréable. Et donc, par contre, ça peut être bon le projet de construction si tu crées ton propre Pinel. Là, par contre, ça peut être canon. Oui, j'en ai entendu parler de ça, mais c'est vrai que j'ai pas poussé. Tu peux nous en parler un peu de ça? Bon, après le Pinel c'est fini, mais de toute façon il y a un autre ministre qui va nous mettre son nom. Ouais. Ça, mais en fait le dispositif Pinel il peut être très bon. Le seul souci c'est que quand tu t'achètes un bien par un promoteur avec un vendeur, le vendeur il prend une com environ de 10 à 15 points. Donc, tu m'étonnes qu'il va se le vendre, il va rien lâcher. Et le promoteur il prend 20 points. Donc en gros tu perds 30 à 35 points de valeur sur ton bien immobilier. C'est pour ça que les gens ils pleurent et qu'en gros tu regarderas, c'est toujours la métrique, les gens perdent du pognon sur leur Pinel. Le seul moyen de gagner de l'argent sur le Pinel, c'est de te le construire toi-même. Tu te fais un petit immeuble de un R+2, et là tu peux faire tes Pinel. Et là tu le gaves quoi. Ouais. Parce que la marge c'est toi qui la prends. Ouais, et du coup tu as du cash flow positif quoi. Ouais, sûrement il y aura, comme tu disais, le Pinel c'est terminé, mais il y aura sûrement prochainement un autre dispositif. Ouais, il y aura un autre truc. Pareil, de toute façon, il y a toujours eu ce genre de dispositif. C'était d'Eurobien, je crois. Comment? C'est d'Eurobien avant, non? C'était pas ça? Ouais, il y avait Cellier, d'Eurobien recentré, enfin bref. Ouais, voilà. Mais passons de ça, il faut jamais acheter ça. Je sais pas, nous on a beaucoup de monde qui viennent nous voir dire j'ai acheté ça. Et puis, nous on a une vision, hein. Moi c'est la vision que j'ai. Tu n'achètes jamais par rapport à l'optimisation fiscale de ton projet. Ton projet il doit être optimisé à la base. Et après, s'il y a de l'optimisation fiscale, c'est du bonus. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Tu fais un achat-revente, même si c'est pas la bonne structure et que tu fais une belle marge. Alors certes, tu vas peut-être te faire douiller en impôts, mais tu resteras bénéficiaire et tu as des leviers d'optimisation. Mais si tes leviers d'optimisation ils sont déjà intégrés fiscaux, ils sont déjà intégrés dans ton calcul de marge, bah en fait, potentiellement, ta marge, elle n'existe pas. Ouais, je suis d'accord. Non, mais c'est pour ça que c'est la carotte fiscale en fait. Ouais, c'est ça. On se stresse avec les impôts, mais faites déjà une bonne affaire quoi. Ouais, et ça, transition idéale pour notre dernière partie, tu vois. Je garde la main sur notre structure d'épisode. Le mec est bon. On parle d'investissement IMO.
Moi, j'avais toujours entendu un dicton, un bon investissement immobilier, ça passe d'abord par un bon achat. Bah, C'est ça. Est-ce que ça. c'est vrai, ça? Bah non, c'est faux. C'est totalement con, Maxime. C'est totalement faux. T'attends que t'espères que ça monte dans les 20 prochaines années. Tu dis, c'est bon, j'ai réussi à me sauver le cul. À la fin, j'ai remis plein d'argent dedans et j'ai perdu un peu d'argent. Mais j'ai réussi à leur vendre. Je suis sorti le cul propre. Je veux plus jamais en entendre parler. Alors ça, je blague, mais ça arrive à des centaines de milliers de personnes. Hein, ces conneries-là. Bah, tous ceux qui sont rentrés dans les deux Robiens et tout ça, et les celliers et tout, ça c'est leur histoire, malheureusement. Non, bien sûr, c'est à l'achat que tu gagnes de l'argent. C'est antinomique, mais c'est à l'achat que tu gagnes de l'argent. Comme dans n'importe quel business, tu vends des crayons. Si tu achètes bien tes crayons, tu les revends après, prix de marché, t'es bien, quoi. Et l'immobilier, c'est exactement la même chose. Et c'est la clé. C'est pour ça que, toi, moi, quand je fais, on parlait des outils tout à l'heure, moi, quand j'utilise ImmoScan, je me mets toujours 3 étoiles. Il faut toujours que je l'achète en dessous du prix du marché. Que si je l'achète au-dessus ou pas, il y en a un qui me disait, à un moment, on avait un utilisateur, il me dit, c'est pas possible, le bien là, il est pas dans ImmoScan, c'est n'importe quoi. Je fais, attends, tu peux me donner l'annonce? Je fais, ok. Je connais pas la zone, mais déjà rien qu'au prix du mètre carré, ça me semble un peu cher. Je reprends ImmoScan, je le mets à 0 étoile. C'est-à-dire que c'est tout ce que tu achètes au-dessus du marché. Il était là, je fais, tiens, regarde, il est là. Regarde, si tu l'achètes, tu perds de temps. Ouais. Ah bon, alors c'est pas une bonne affaire. Et qui t'a dit que c'était une bonne affaire? Bah, l'agent immobilier. Bah oui. Je fais, si je peux me permettre, je viens de te démontrer par A plus B que c'était une connerie et que tout est dedans. Sauf que les mauvaises affaires, si tu veux l'acheter, fais-le. C'est ton argent après tout. Je suis pas sûr que ça soit vraiment optimisé, quoi. Et donc en fait, moi je sais que voilà, il faut que ça soit toujours en dessous du prix du marché parce que pour l'achat-revente, c'est nickel quand tu vas ressortir, t'as ta porte de sortie tout de suite parce qu'on rentre dans un investissement, c'est cool, mais on regarde toujours sa porte de sortie, comment on fait pour ressortir. Donc si à un moment t'as plus envie que la location courte durée, ça te fait chier, ou pour X raison, tu peux pas, tu revends, tu ressors. C'est pas toi qui nous disais dans le dernier épisode, tu vois, j'ai essayé de retenir des trucs quand même, de toujours viser moins. Mais t'as oublié de retenir d'acheter quand même. Ouais, on en reparle après l'épisode. Quand t'es moi j'avais retenu toujours viser moins 10% que le marché puisque en gros t'as tes frais de notaire et quelques frais annexes. Et en gros, si tu voulais revendre direct dans la foulée au prix du marché, qu'il te reste rien à charge, quoi. Ok, alors c'est presque ça effectivement, c'est 20 points. 20%. Oui. Parce que mathématiquement, un bien vaut 100 000 euros. C'est 100 000 euros. Quand tu vas voir la banque elle va dire il y a les frais de notaire, plus peut-être juste les frais de notaire, on va même pas complexifier avec les travaux. On est à 108 000. Le bien il vaut 100 000. La banque elle te dit non, tu mets les 8 000. Parce que elle, sa garantie, elle va être 100K. Et c'est logique. Et elle a totalement raison de réagir comme ça. Pour ça, on dit, mais j'ai pas le 110%. Ah oui, mais si t'arrives comme ça marche pas. Tu l'achètes à 80 000, donc 20% en dessous. T'as les frais de notaire, donc ça fera du 8%, donc ça fera 6 400. Il te reste 13 600 de marge. Là, la banque sera plus encline à te prêter sans apport. Parce que t'es en dessous. Parce que elle, sa garantie, elle sera de 100 000, quoi qu'il arrive. Et que même si tu places des travaux, c'est ok. Même si tu fais rapidement un coup de blanc pour essayer de le revendre un peu mieux, tu refais un coup de blanc à 2000 balles, il te reste encore 10K, tu peux reprendre de marge. Okay. C'est pour ça, c'est 20 points là. Moi, après, on peut faire avec 10, mais t'es plus en stress quand même. Ouais. 20, au moins, t'as l'attitude, t'as du temps. Donc pour la banque, tu lui dis, voilà, moi je l'achète 80 000 euros, mais en fait cet appartement-là, il vaut sur le marché 100 000 euros, c'est ça? Ouais, c'est ça. De toute façon, en fait, ce qu'on fait, c'est que même là, nos utilisateurs, en fait, c'est qu'on a une fonction print. Je sais pas si tu l'as vu d'ailleurs et tout. Tu sors le dossier de la fiche du bien et tu le remontes. Dans ImmoScan, du coup, directement la fonction. Ouais, dans ImmoScan. Ouais. Tu sors le truc et tu lui montes. Le mec, il dit OK. Puis tu vas vérifier parce que toutes les sources sont disponibles. Hein. Et puis ça change tout. Ça change tout. ImmoScan, tu l'avais expliqué lors du premier épisode l'année dernière, dans ce que c'était. Là, est-ce que tu peux rappeler ce qu'est ImmoScan du coup pour les nouveaux? Vas-y, pitch-le nous. Ouais. Pitcher. Alors attendez. ImmoScan. Oui, j'étais pas prêt. Moi, je parlais encore du banquier. Mais ouais, ImmoScan, c'est quoi? C'est qu'en un clic, tu trouves la meilleure affaire de ton périmètre d'investissement. Et le deuxième clic, je te la finance. Et on a un taux de réalisation à 82%.
ce qui est énorme avec le courtier. Ah ouais. En gros, c'est au lieu de galérer pendant 4 à 6 mois de trouver une bonne affaire, parce que c'est quand même ça la métrique, et de démarcher une vingtaine de banques, ImoScan te résout le problème de la recherche de biens. Ça scanne 2 millions d'annonces à travers des centaines de sites internet. Ouais. Donc tu as quasiment tout le marché. Et je dis quasiment parce qu'il y aura toujours 0, voilà. Et puis tu cliques, ton dossier est tout de suite envoyé à un courtier, enfin un autre courtier partenaire, et lui te rappelle dans les 48 heures jour ouvré. Et lui va démarcher les 15 banques pour toi. C'est pour ça qu'on a simplifié Ah ouais, le truc. ça c'est un truc de fou. D'avoir en fait de rechercher le bien directement sur la plateforme, enfin sur l'outil, et après d'avoir les informations qui sont transmises à un courtier partenaire et après qui passent sur les banques. C'est top. Et surtout, on a remis plein de nouvelles fonctionnalités avec les fonctionnalités avec les utilisateurs. Tu as les systèmes d'alerte maintenant aussi. Tu crées tes filtres et tu cliques sur les alertes et ça t'envoie. T'as même plus besoin de te casser la tête casser la tête. À rechercher tout là, tu fais ton filtre, t'as ton alerte, boum, ça arrive. Comme sur Le Bon Coin, en fait, tu mets ton alerte et c'est la même chose. Tu reçois toutes les annonces qui correspondent à ton critère. C'est quoi? C'est tous les jours à peu près ou? Ah si ça arrive de l'après-midi, ça arrive l'après-midi. Hein. Oui, en fait, il t'envoie une alerte. Sinon, on est en temps réel. On rafraîchit les bases en permanence. Ok. Si t'as un truc l'après-midi à 14h qui tombe, ça arrive et puis t'es le premier à appeler quoi. Ah ça c'est vachement bien parce que combien de fois en fait ça arrive où tu es le premier, alors une super affaire qui sort, t'es le premier, tu visites direct et hop boum ça le fait quoi. Ouais c'est ça, c'est exactement ça. J'en ai loupé des affaires comme ça où j'étais pas le premier. Le prix était hyper canon. Après tant qu'il y a match encore, tant que le compromis n'est pas signé, il y a match pour moi. Moi je lâche pas. Je vous conseille à tous ceux qui nous écoutent, lâchez pas. Mais c'est sous compromis. Attendez, c'est déjà signé ou pas? Non. Bon. La situation de la personne en face, c'est quoi? T'as déjà essayé de faire des offres supérieures du coup ou pas? Non, je suis pas l'offre supérieure parce qu'il faut pas être non plus. Non. Par contre, je dis la situation. On joue sur la situation. Et faites-moi visiter. Vous savez très bien que si des fois ça arrive pas au bout, vous serez obligé de retravailler. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est que je vienne visiter, on voit. Je suis votre plan B. Mais ça se trouve, je vais peut-être être votre plan A parce que j'ai peut-être une meilleure situation que la personne pour me faire financer. Ouais. Carrément. Et puis, souvent, moi, ça m'est arrivé, hop, tu passes devant. Hein. En fait, il faut insister, quoi. T'as un agent immobilier qui, lui, dit, OK, lui, potentiellement, il peut me filer mieux ma com. C'est ça. Il voit la com, ce qui est normal. Après, voilà. C'est son taf, c'est son métier, le gars. Mais ouais, non, carrément. Ok, mais non, moi je remonte pas parce que sinon ça va lui donner dire attends, l'autre il peut refaire la enchère. Donc c'est fini, et puis c'est pas le but. Ouais. Et si c'est pas là, si c'est pas celle-là, c'est pas grave, on passe à une autre, quoi, tu vois. Donc voilà, toi les alertes, du coup, ça te permet d'être vraiment le premier. Ouais. Ça c'est méga puissant. Et on a mis aussi une fonctionnalité de bloc-notes. Quand tu le mets dans les projets, tu les mets dans tes favoris, maintenant t'as un bloc-notes et tu peux tout mettre. Et quand tu sors de visite, tu peux, avec ton téléphone directement, tu peux tout mettre dedans, quoi. Ah, ça c'est cool ça. Donc c'est ton assistant suivi de carrément. De visite. Ouais, non, ça on est vraiment super content de ça. De toute façon même les utilisateurs ils disent là c'est vraiment cool quoi. C'est vraiment cool. Ça fait vraiment la diff quoi. Nous on l'a testé l'année dernière quand tu nous en avais parlé d'ImoScan. Je trouvais que ce qui était intéressant c'est vraiment déjà t'as pas 15 plateformes à visiter, t'as tout sous la main, tu peux mettre des critères plus ou moins ouverts. Tu peux même mettre ta fourchette, forcément tu peux mettre ton budget, mais après tu peux, comme tu disais tout à l'heure, aller chercher uniquement les annonces qui sont calculées en dessous des prix du marché au mètre carré. Et ça je trouve que c'est intéressant parce que ça te permet de viser quand même pas mal de biens. Et moi j'ai découvert des sites que je connaissais pas moi en termes d'annonces. Moi aussi. Moi, je travaille que sur Le Bon Coin. Pour être totalement honnête, je travaille que sur Le Bon Coin parce que, comme tu disais, on n'a pas le temps d'aller faire tous les sites. T'as pas le temps. Puis, non. Puis t'es même pas sûr. Après, tu fais tous tes calculs et tout. Au bout de 5 heures de boulot, parce que si tu fais 1 heure de recherche, tu trouves 10 annonces, tu les analyses toutes, une demi-heure par bien, une demi-heure, t'envoies déjà bien. Tu te rends compte que t'en as aucune de bonne. T'as perdu 6 heures en tout. Tu dis, et c'est pour ça que les gens se découragent. Ils disent, je trouve pas. Bah ouais, c'est normal. À ce rythme-là, c'est une horreur, quoi. C'est une horreur. Après, t'as le marché qui peut être un peu à tonne aussi, hein. De temps en temps, ça arrive aussi. Hein. Là, on parlait justement avant l'épisode de l'été. Est-ce que pour toi, c'est une bonne période pour acheter? Tout le monde part à la plage et boit du rosé.
Si tu pars pas à la plage, tu bois pas du rosé, t'as techniquement beaucoup plus de chances de gagner, quoi. Parce que les vendeurs, ils vendent quand même toujours leur bien. Hein. C'est juste les acheteurs qui sont moins motivés, quoi. Et il y a cette crainte, je pense, de certains acheteurs de se dire, de toute façon, à quoi ça sert de bosser, les vendeurs vendront pas. Ah ouais, ah bah oui, mais sauf que le vendeur, lui, il veut vendre son bien. Hein. Donc, il y en a qui sont hyper pressés, hein, et qui attendent pas. Hein. Le divorce du printemps, c'est ça? Non, c'est. Bah, ouais. Ah. Moi, sincèrement, l'été, en plus, c'est bien, c'est que tu peux récupérer les biens où les compromis ont capoté. Bon, alors là, je veux dire, t'es le patron dans un négo. Hein. Ah bah oui. Les mecs, ça fait déjà 4-5 mois qu'ils se sont entraînés. Ah bah, ils n'ont pas eu le financement, les gens. T'arrives déjà, fondamentalement, c'est vous avez pas eu parce que c'était peut-être trop cher. Ouais. Ah oui, on ne l'a pas dit. Bah, on vous l'a pas dit parce qu'on voulait pas du guerre avec vous, mais. Et puis après, t'enchaînes ta négo, quoi. Donc tu peux l'acheter encore mieux, quoi. Ouais, carrément. Non, c'est pour ça que l'été, moi, je trouve que c'est vraiment bien. Par contre, ça veut dire pas trop de rosé le soir pour être le lendemain efficace, quoi. Efficace et en visite directe. Bah ouais. Ouais. Et ce qui est intéressant, enfin, ce qui est important aussi de rappeler, c'est si vous êtes avec alors, entre agent et propriétaire, je trouve qu'il y a quand même une différence quand tu fais des visites. Ou même quand tu as affaire à un propriétaire et à un agent, c'est différent. Le propriétaire, il est plus, je trouve, hein, il est plus dur en égo. L'agent, lui, il va être entre les deux et il va être plus à même de négocier. Enfin, je sais pas si tu le ressens comme ça. Moi, moi, de ce que tu me dis, c'est le modèle. L'agent, lui, il a tout à gagner. Alors que le vendeur, comme tu disais, des fois, le marché est morose côté vendeur. Donc, tu vois, ils ont pas... et puis, ils sont tout seuls. C'est les gars, quand ils vendent en direct, ils ont leur idée préconçue. Déjà, ils sont pas passés par un pro pour vendre. Après, la question, c'est de savoir, est-ce que c'est plus intéressant de passer sur une vente avec un agent IMO ou est-ce que c'est plus intéressant de passer par un propriétaire en direct? Tu vois, ça, c'est la... Je vais reprendre juste un truc que tu t'as dit, t'as pas fini ton raisonnement, Max, mais qui en fait qui est hyper puissant, ça m'a fait sting dans ma tête, je l'avais jamais formulé comme ça. C'est que l'agent immobilier a tout à gagner. Lui, quoi qu'il arrivera, il prendra du pognon. Mais le vendeur, lui, il a tout à perdre. À parler. Donc déjà, forcément, il va montrer les crocs tout de suite. Parce que lui, il a 200 000, il veut mettre 200 000. Il va discuter, il perd, lui. L'agent immobilier, lui discute, il va gagner. Ouais. Donc forcément, comme tu dis, le modèle est pas du tout le même. Donc ça c'est déjà hyper puissant, ça. Ça peut faire l'objet. Puis l'agent IMO, il est moins sensible à une variation de prix aussi. Si toi, tu fais une variation de prix de 5000 balles, lui, ça lui change... S'il perd 150 balles là-dessus, il s'en fiche, quoi. Tu vois. Et en général, les négos, là où les agents IMO sont plus frileux, moi, c'est ce que j'avais remarqué quand j'ai acheté mes biens, là. Mais c'était de dire, l'agent IMO, lui, il est plus sensible quand tu lui dis, va falloir faire un effort vous aussi. En fait, parce que si le vendeur, il fait pas l'effort, il y a 5000 balles, vous faites un effort de 1000 et lui de 4000 et voilà, démerdez-vous. Et là, c'est plus compliqué. Ouais, là, c'est plus chaud. Ouais, j'avoue. Non, mais en vrai, le truc, ça dépend vraiment des gens. En fait, si t'es un vendeur motivé, c'est de toute façon la base. Hein. Si le vendeur est pas motivé, donc motivé par plusieurs séparations, maladies, ras-le-bol, plus de thunes, expatriation, enfin bref, tout. Déjà, s'il est motivé à la base, tu vas plus pouvoir mieux négocier, que ce soit avec agent immobilier ou pas, en fait. Et après, l'agent immobilier, pour moi, c'est souvent un frein. Parce que en fait, il faut convaincre lui déjà. Ouais. Faut déjà que tu lui tabasses la tête pour qu'il dise ah oui. Et bien sûr, les agents immobiliers, ils n'ont pas de couilles. Bon, faut dire, ils n'ont pas. Et 95% sont quand même mauvais. Alors les gens vont peut-être gueuler, mais c'est quand même la vérité. Ils sont quand même mauvais. Et donc pour ça, moi, quand je fais des propos, je dis vous dites que c'est moi, c'est pas vous, c'est moi. Prenez pas l'affect. C'est moi qui fais la négo. Vous transmettez, c'est tout. Moi, j'explique tout dans ma négo. Ouais. Et comme ça permet de dédouaner et l'agent immobilier respire un peu mieux, quoi. Parce qu'en général, ils ont peur de fou, quoi. Et après, quand tu as un vendeur en direct, tu discutes aussi avec la personne. Et puis, tu lui fais emmener petit à petit. Nous, ce qu'on fait, c'est que dans nos techniques, on utilise la chasse au cerf, en fait. Et la chasse au cerf, c'est fatiguer le cerf jusqu'à la fin. En fait, t'as même pas besoin de tirer. En fait, il s'agenouille tout seul. Ouais. Parce que tu lui mets une barrière là, tu lui mets une barrière là, tu le barres à chaque fois. Et donc tu vas courir pour essayer d'aller chercher, mais tu le fatigues. En fait. Tu le fatigues comment, du coup Bon, là, il faudrait faire un truc de 2 heures là. Ouais, donc ça sera pour la prochaine épisode. Mais en gros, la chasse au cerf, faut fatiguer le vendeur, quoi.
Ok. Voilà, il y a plein de mécanismes et tout, quoi. Mais Ouais. ça, c'est ce qu'on utilise. Et du coup, en fait, la personne est d'accord avec le prix qu'elle va te donner à la fin. Et elle se rend compte que même elle dit, ah ouais, en fait, c'est pas vraiment un bien immobilier, mais un problème. Et c'est pour ça que je voulais le vendre aussi, c'est pour faire prendre conscience aussi. De toute façon, une négo, elle ne marche que si c'est win-win, quoi. La fameuse zone d'accord mutuel. Ça me rappelle mes courses, pour ça, la ZAM. Tu vois, et il y en a un qui descend, l'autre qui monte, et à partir du moment où tu es dans le périmètre, c'est la zone d'accord mutuel, et toi, faut que ton objectif, c'est d'être le plus bas possible dans cette zone, et le vendeur d'être le plus haut, et après, des fois, ça matche pas, mais ouais, puis si ça matche pas, tant pis. Puis des fois, moi, je pense que le plus difficile dans le cas le plus compliqué dans un achat ou une vente, c'est quand le vendeur définit son prix non pas en fonction du marché, mais en fonction de son futur projet. Et là, je pense que là, c'est galère. Là. En ce moment, j'ai fait une offre pour une petite maison que je trouve pas mon fameux immeuble. Donc j'ai fait une offre pour une petite maison qui correspond à ce qu'on souhaiterait, un logement un peu plus grand. Et là, c'est direct propriétaire. Donc déjà, quand je fais la visite, j'ai identifié que les gens ils habitaient à 1 heure de leur bien, c'est eux qui s'occupaient de la location, etc., et qu'ils en aient ras-le-bol. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils vendent, parce qu'ils sont trop loin du bien. Ils voulaient le passer en location courte durée, mais au final, ils l'ont pas passé parce que c'est de la gestion, etc. Donc ils ont dit non. Et là, ils le vendent, mais ils le vendaient 120 000. Voilà, c'est le prix de la petite maison, c'est 120 000. Il y a des travaux de rafraîchissement à faire à l'intérieur, rien de bien méchant. Travaux de rafraîchissement. Je fais la visite, donc je vois avec le monsieur. Bon là, je commence à avoir la négociation. Je fais écoutez, là il y a quand même des travaux, etc. Ah oui, mais moi je vous le dis direct, hein. On nous a déjà proposé 100 000 euros, c'est hors de question, parce que il y a pas tant de travaux que ça, hein, dans la maison, hein. Bah si, il y a une cuisine à changer, il y a un sol à changer, il y a de la peinture. Ah oui, mais ça se loue comme ça, hein, directement. Je sais non, les locataires maintenant, vous savez, ils sont exigeants, ils veulent du neuf, d'ailleurs, etc. vous-même, vous avez du mal à louer à des locataires bien. C'est pour ça que vous le vendez, voilà, parce que vous avez pu le louer correctement. Alors surtout, moi, je dis plus en visite que je fais de la location courte durée, parce que si tu dis ça, toi t'es riche, c'est bon, tu vas pouvoir me l'acheter au prix. Ah non, c'est fini. Moi, t'es pas le mec du triplex, toi? Ah, t'es le mec du triplex, mais t'es blindé. Moi, je fais de la location longue durée. Voilà. Ouais, oui. Moi, je fais de la longue durée, et la courte durée, c'est trop de gestion. Voilà ce que je dis en fait à chaque fois. Non, mais t'as raison. Non, ouais, parce que du coup, je les vois venir, les gens. Quand au début, je disais que je fais de la location courte durée. Ils me disaient, mais c'est bon, du coup, tu vas vite rentabiliser, toi. Non. Non. Et un peu plus con et pauvre. Ouais. Et donc, du coup, j'ai laissé marmonner une bonne semaine, du coup, parce que je sais qu'à 120 000 euros, la maison ne partira jamais. C'est trop cher. Et j'ai fait une proposition à 97 000. En me disant, ça va, ils vont dire au revoir, monsieur. Eh non, pas au revoir monsieur. Ok, on a bien pris en considération votre demande, enfin votre offre. On se laisse 2-3 jours de réflexion et on revient vers vous pour voir ce qu'on fait, etc. C'est pas un non. Donc toi, je suis content. Ouais. On verra la suite au premier. Ce que tu pouvais faire pour le fatiguer, moi j'aurais déjà mis 90 pour vraiment faire un gros choc pour qu'il me dise non, pour que je le rappelle. Bon. Et j'aurais dû. Ouais, j'aurais dû. Je pensais vraiment tapé à 95, mais juste pour dire je rehausse. Ouais. Et si ils m'en font je reviens dans 3 jours. Non, attendez, moi mon offre elle tient 24 heures. Parce que j'ai un autre projet. Comme vous voyez, je suis multi-investisseur. Et comme vous, le temps c'est de l'argent. Et en fait, j'aurais dû faire ça. Toi, je suis un peu un novice encore en investissement locatif parce que c'est ce que j'aurais dû faire. J'aurais dû mettre 90. Il m'aurait dit hors de question. Bon, ok. En 95, là vous perdez les loyers parce qu'en fait la maison est pas louée depuis 1 an. Bon, voilà. Donc là, vous avez des charges, vous payez des charges et tout, et plus vous attendez, plus vous allez payer votre taxe foncière, vous allez payer tout ça, et le bien va se dégrader, vous le vendrez de moins en moins cher. Ouais. Donc vous avez un gars qui peut vous le payer là. Moi, mon offre tient 24 heures. C'est ça. T'attends. Mais je vais 2 heures après, il rappelle. C'est clair. Enfin voilà. Ouais. Okay. Non, mais de toute façon, on verra dans le suite des épisodes ce que ça va donner, quoi. Exactement. Le partage d'expérience est super sympa.
Julien, t'es venu aussi avec ton outil Imoscan. Nous, on l'a testé depuis que ton passage. On a vu tout ce qui est présent aussi dessus. Nous, l'idée dans le podcast aussi, c'est de proposer des outils qui vont pouvoir aider ceux qui nous écoutent pour de la location courte durée. Mais la location courte durée, ça passe forcément par un bon investissement. Est-ce que tu as un bon plan à nous partager? L'année dernière, tu nous avais proposé une surprise. Est-ce que tu peux nous proposer quelque chose cette année encore pour les gens qui viendraient du triplex pour justement utiliser ton outil Imoscan? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais te faire une technique de négociation. Je vais te mettre une autorité supérieure. Faut que je vois avec mes associés. Je sais pas. Faut que je vois avec mes associés. Donc, ce sera encore une surprise cette année? Ça sera encore une surprise cette année. Allez, promis, je vous fais un truc, les mecs. Je vous fais un truc pour la communauté, promis. Ouais, je vous fais ça. Ça va être une grosse surprise. L'année dernière, c'était super intéressant. Vous avez été nombreux à en profiter. C'était franchement très intéressant. D'ailleurs, on avait fait un live ensemble pour pouvoir expliquer plus en détail ce que c'était ton outil pour pouvoir avoir une démo. Donc, je pense qu'on refera ça pour justement bien présenter. Et puis comme ça vous avez accès à Imoscan et vous pouvez chercher vos futurs biens. C'est toujours le même modèle qu'avant en termes de licence? Oui, pour l'instant oui, parce que l'année dernière on était en pré-lancement. On était tout début. Là maintenant on est officiellement, on a débarqué la période de lancement auprès des communautés. Et après ça sera au grand public. Mais on y va petit à petit parce que tous les retours de nos utilisateurs, on les prend pour ça. Vous voyez, ce que les infos, les alertes, les prises de notes, etc. et tout, on les fait monter au fur et à mesure dedans parce que on veut tous les avis de nos utilisateurs, on les conserve, on les garde, on les analyse et on met en production. Et c'est pour ça qu'on limite aussi le nombre d'entrées, même quand on fait de temps en temps des conférences, des lives et tout ça, on limite volontairement le nombre de places. Parce que on veut que chacun puisse donner son avis, c'est important. Parce que plus t'as d'avis, de certaines idées, il y a des idées qui sont farfelues et c'est une personne qui veut ça, bon forcément non. Mais quand on a une récurrence de tiens ça, il y a 50 personnes qui le veulent, ok, ça on va le prioriser en fait. C'est pour ça qu'on travaille comme ça et je pense que c'est mieux. Et surtout, comme on n'a pas d'investisseurs qui nous pressent, on a le temps parce qu'on a tout financé avec nos propres deniers. Donc on est vraiment libre et on peut vraiment le faire avec nos utilisateurs. On a ce luxe-là. Je sais que c'est pas le luxe dans d'autres produits de pouvoir faire ça, parce que t'as toujours des investisseurs, mais nous c'était vraiment faire de pas avoir de ça pour nous. Ok. Bah écoute, super Julien. Donc vous allez retrouver le bon plan sous l'épisode dans la description, que ce soit sur les plateformes, mais aussi sur YouTube. Pour ceux qui ne sont pas abonnés à la newsletter, c'est le moment d'aller sur le site le-triplex.com pour bien recevoir tous les éléments dans votre boîte mail. Inscrivez-vous, on vous spamme pas, de toute façon on écrit une à deux fois par semaine pour vous partager les épisodes et les bons plans. Et puis on essaiera aussi de le repartager sur Insta pour que vous puissiez avoir des infos. Cool. Je pense qu'on a fait le tour. 1h15, on est pas mal en termes d'épisodes. On essaye de limiter à 1 heure maintenant pour. Et moi, je me suis vachement freiné. Je me suis hyper freiné, mais. Ah ouais, faudra faire un deuxième épisode. Oui. Écoute, on prend rendez-vous à la rentrée. Comme ça, on fera la minute. Comment on avait dit l'édito. La minute IMO, minute banque. La minute banque avec baromètre. Le baromètre de l'investissement. Non, mais c'est vrai que mois de septembre, on aimerait bien faire évoluer. Le podcast, on aimerait bien le faire évoluer avec pourquoi pas des thématiques, des choses. Vous savez quoi, tout le monde qui nous écoute, on va mettre même un lien en dessous. Enfin, mettez un lien en dessous, Google Form. Qu'est-ce que vous voulez mettre, les gars? Qu'est-ce que comme thématique? Exactement. Allez. Exactement. Ça, c'est un truc. En dessous du bon plan Imoscan, vous avez un lien pour répondre. Et toi, c'est ce qu'on voulait faire cet été, en fait. Tu nous spoil. Merde. Parce que cet été, on voulait demander à la communauté. De toute façon, il va sortir cet été, cet épisode. Donc, on voulait demander à la communauté, en fait, ce qu'elle attend du podcast, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, qu'est-ce qu'on pourrait pourquoi pas enlever, pourquoi pas améliorer. Et puis on va voir. Ok, cool. Allez, plaisir.
En tout cas, merci Julien Merci d'être beaucoup, revenu Nathan. dans le podcast. C'est toujours hyper intéressant. Et puis, Samy, bonne chance avec ta petite maison. Et ben, Et j'espère, d'ici là, ça se trouve, je serai Ouais, propriétaire. et puis Maxime, toi aussi, bah. hein? Moi aussi. Maxime va le pousser. Moi, là. j'ai pris tes conseils, tu vas voir. Enfin, tu vas voir. J'espère que les emoticons, déjà, tu perdras pas de temps. non, mais ça, c'est bon. Les projets, c'est machin. J'ai d'autres problématiques. Bon, ça marche. Je vous remercie à tous les deux. Julien, à la prochaine. Et puis, pensez à vous abonner au podcast, à vous mettre une notation 5 étoiles. Comme je l'ai dit, c'est hyper important. C'est comme sur Airbnb. Quand on a 5 étoiles, ça veut dire que ça vous plaît et donc que la plateforme nous met en avant. Merci à tous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Bye bye. Salut. Ciao.